Pape Ousmane, ça me fait très plaisir de te revoir encore une Oui, nouvelle fois sur Sunugal ca Kanam pour aborder cette problématique éminemment africaine, cette problématique de sécurité au Sahel et dans le Sahara. Alors, je rappelle que Pape Ousmane, tu es chercheur, tu es doctorant en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bienvenue, Pape Ousmane. oui. Bonsoir, Bokar. C'est encore, oui, c'est un plaisir. Oui, bonsoir, Bokar. C'est toujours un plaisir de te retrouver encore une fois pour débattre de l'actualité africaine. Oui, et Pape Ousmane, un doctorant, Oui, je t'entends très bien, je t'entends très bien. Est-ce oui, que tu voilà. m'entends, tu me vois? Alors, il y a un léger décalage. Ah, il y a un décalage entre toi et moi. Oui, il y a un léger décalage par rapport oui. Ah, peut-être que c'est une problématique de connexion. Mais maintenant, c'est le plus important. Est-ce que tu m'entends? Dans une minute que je puisse Allez, partager je t'en le prie. lien. Allez, je t'en prie. Vas-y. OK. Alors, Mets-toi dans les conditions et tu me dis quand tu es prêt. Alors, Pape Ousmane va bientôt nous rejoindre, hein. Aujourd'hui, sur Sénégal Tchekanam, je voudrais qu'on débatte de la problématique du Niger, la problématique au Sahel, hein. Aujourd'hui, vous êtes la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, prépare une intervention militaire au Niger pour, on va dire, déboulonner, hein, les putschistes qui sont actuellement au pouvoir, qui ont, eux, déboulonné le président Mohamed Bazoum, qui a été élu en 2021 comme président de la République du Niger. Alors, je dois rappeler que le Niger est un pays qui a cette forte tradition, on va dire, de coup d'État. Alors, je ne sais pas si Pape Ousmane, tout est OK, si tu m'entends normalement ou euh, si le son est en décalage. dans 10 secondes, je suis Allez, prêt. je t'en prie. N'hésite, il n'y a aucun souci. Ça sont un peu les aléas du direct. On a un peu l'habitude sur Oui, Sénégal Tigana. voilà. Voilà. 10 secondes. Alors, je rappelle que Pape Ousmane est un doctorant, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui écrit une thèse. Je pense qu'il reviendra un tout petit peu avec nous sur ce que c'est qu'être doctorant, ce que c'est qu'être un chercheur qui analyse un peu sur la situation des risques conflictuels et de la sécurité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pape Ousmane, Alors, c'est si bon. c'est OK pour toi, est-ce que le décalage est reparti? Est-ce que tout est OK? Tu m'entends? Tu me Oui, reçois très bien? oui, tout est OK maintenant. Je crois que c'est Ah, bon. ça, c'était une C'est le fait que problématique de j'avais connexion. ouvert, j'avais ouvert un autre onglet, mais maintenant ça va. Pas de Alors, souci. Pas Ousmane, je te laisse peut-être te présenter par rapport à... Je te laisse te présenter tout simplement. OK, merci à tous. Merci Bokar déjà. Je suis content de te retrouver encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour discuter de l'actualité, disons, africaine. L'actualité aujourd'hui qui va porter sur une problématique sécuritaire qui nous interpelle tous. Tu vois, donc c'est important d'aborder ce genre de thématique au vu des différentes opinions qui sont en train de se former un peu partout en Afrique, pour ne pas dire Afrique de l'Ouest. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je m'appelle Pape Ousmane Thiaw, je suis doctorant, chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, également chargé de TD en relations internationales. Je suis également analyste risque et sécurité depuis, disons, 2021 et entrepreneur à mes heures perdues. Mais voilà, globalement. Donc, je suis spécialisé dans les questions de sécurité depuis 2018 parce que c'est à partir de 2018 que je travaille sur tout ce qui concerne, disons, la sécurité, disons, humaine. Comment, en fait, faire le lien entre la sécurité, disons, comme l'envisagent par exemple, les gens qui sont dans l'armée ou dans les forces de défense et de sécurité et comment faire le lien entre cette conception de la sécurité et la conception que devrait avoir la population de manière globale sur les enjeux de sécurité du moment. Donc, c'est globalement sur ces questions sur lesquelles je travaille depuis 2018 dans le cadre de ma thèse que je compte finaliser, si tout va bien, cette année. Donc, en Cette gros, c'est année. ça. Oui, en gros, c'est ça mon profil. Tout en te remerciant par rapport à l'initiative et tout en t'encourageant aussi par rapport à tous les efforts que tu es en train de faire pour vulgariser la science, vulgariser aussi
les questions, les thématiques qui concernent l'Afrique. Merci. Bah, c'est moi qui te remercie. Moi, je pense qu'il est très important que les chercheurs, les universitaires sortent un peu de leur zone de confort et rejoignent l'opinion hein, dans l'analyse et dans l'éclairage hein, des faits sociaux et des faits politiques. Et je pense que quelqu'un qui est spécialiste de sciences politiques comme toi est clairement aujourd'hui dans cette légitimité-là et dans cette crédibilité-là de pouvoir éclairer nos lanternes sur ces problématiques de sécurité qui se posent dans le Sahel. Mais j'avais quand même une première question. Le nom chercheur, qu'est-ce que tu mets dans la vocation chercheur et dans la sémantique de chercheur pour les personnes qui sont un peu profanes au sujet? Alors, bon, je vais commencer par une petite, je dirais, blague, hein, parce qu'ici, on a l'habitude de dire que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Je crois que c'est peut-être la manière dont les non universitaires ont tendance à titiller les universitaires, ceux qui ont consacré leur carrière à la recherche. La recherche qui n'est pas du tout quelque chose de facile parce qu'il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de recherches par rapport à différentes thématiques, comment chercher à établir le lien entre les différentes thématiques sur lesquelles on travaille, comment surtout respecter, parce que la recherche en sciences sociales, c'est une question de méthodologie. En grande partie, il faut bien respecter la démarche, disons, méthodologique en sciences politiques et en sociologie pour pouvoir obtenir des résultats qui ne soient pas biaisés par rapport à toi, ta manière de voir le monde. Parce que tout chercheur a une opinion sur l'objet de recherche. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le bon du mauvais chercheur? C'est que le chercheur peut être quelqu'un d'engagé politiquement. Le chercheur peut être quelqu'un de coloré sur le plan politique et peut avoir des opinions personnelles qui parfois ne sont pas tout le temps en adéquation avec l'opinion de la majorité. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, le chercheur doit, à chaque fois qu'il travaille sur un sujet, toujours veiller à ce que ses résultats ou que sa démarche ne prennent pas en compte son opinion personnelle. Et ça, c'est important. Donc, c'est comme ça que l'on parvient à décrire l'objet de recherche parce qu'on est à travers l'observation participante et l'observation non participante, parce que ce sont ces deux observations qui sont les plus utilisées, ici au Sénégal surtout. C'est à travers cette démarche, il faut toujours mettre ses opinions de côté. Et surtout, chercher à analyser et à décrire les phénomènes, s'il s'agit de phénomènes politiques, de la manière la plus neutre possible. Et ça, c'est très difficile, hein, je l'assume, je l'avoue, c'est très difficile parce parfois on a des opinions politiques, parfois on est coloré politiquement, parfois on a un avis à peu près tranché sur certains sujets, mais n'empêche, quand on fait des recherches, on doit mettre tout ça de côté et pour justement essayer de trouver, de décrire les phénomènes et essayer de dire de manière la plus neutre possible ce que ça signifie en fait. Et ça me rappelle la notion de Max Weber, la neutralité axiologique. Voilà, la fameuse neutralité axiologique. Il faut être neutre en fait. Il faut être neutre. Okay. Maintenant, il peut arriver bien entendu que ces résultats soient en adéquation avec tes opinions. Et si ça arrive, tant mieux. Cela va juste te conforter par rapport à ta position, par rapport au phénomène politique que l'on étudie. Mais ça ne veut absolument pas dire que voilà, il faut prendre vos positions et vos opinions comme étant des généralités. Et surtout, un chercheur, quand il arrive à découvrir, par exemple, tu as une opinion bien tranchée sur un sujet, mais au fil de tes recherches, tu te rends compte que voilà, tu étais sur le mauvais chemin. Mais le chercheur doit avoir suffisamment d'humilité et de recul pour pouvoir reconnaître que, ah oui, moi, je me suis trompé sur cette question. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je prends du recul et j'écris et je précise clairement que je me suis trompé. Voilà, la réalité, c'est ça. Donc, le chercheur doit également avoir une bonne dose d'humilité, surtout pour pouvoir clairement changer de direction lorsqu'il se rend compte que ses hypothèses ne sont pas vérifiées. Et ça, c'est important. Très bien, Pa Ousmane. Et je voulais vraiment revenir sur cet aspect de la recherche, de la carrière universitaire,
Parce qu'il y en a beaucoup voilà, qui, aujourd'hui, on va dire, pensent que les universitaires n'ont pas le droit de descendre dans le champ public, en cas de donner leurs opinions, et sachant surtout que le rôle, en cas de l'universitaire, pour moi, comme disait Jean-Paul Sartre, c'est justement de permettre à l'opinion publique d'avoir une visibilité beaucoup plus étanche, beaucoup plus absolue sur les choses qui concernent l'humain dans la vie de tous les jours. Donc, je voulais vraiment revenir sur cet aspect. Donc, je rappelle que tu es aujourd'hui doctorant en sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop. Tu es spécialiste des questions de sécurité et de défense qui peuvent se passer dans le contexte africain. Pape Ousmane, aujourd'hui, on est dans une problématique, on revient quand même au sujet de base, on est en face d'une problématique qui devient de plus en plus récurrente en Afrique de l'Est. Et je dirais vraiment en Afrique de l'Est parce que la problématique ne sévit pas forcément en Afrique centrale ou en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, peut-être anciennement. C'est la problématique des coups d'État. La première question déjà que j'ai, comment est-ce que toi, tu analyses, on va dire, la survenance des coups d'État de plus en plus récurrents? Pour toi, qu'est-ce qui peut l'expliquer avant d'arriver fondamentalement à la problématique du Niger? Alors, pour analyser les différents coups d'État qui ont eu lieu en Afrique francophone, parce que le lien entre ces coups d'État, c'est qu'ils se sont tous passés en Afrique francophone. Donc, d'abord, c'était en Centrafrique. Après, bon, Centrafrique fait partie de l'Afrique francophone. Bon, bien que c'est en Afrique centrale, mais c'est en Afrique francophone. Donc, après la Centrafrique, il y a eu la Guinée, puis le Mali, le Burkina. Non, le Mali d'abord, ensuite la Guinée, puis le Burkina. Et 2 fois même au Mali. Et 2 fois même au Mali. Puis le Niger. Moi, j'estime qu'à première vue, ces coups d'État résultent d'un profond malaise. Un malaise entre la population ou les populations africaines et leurs dirigeants. Leurs dirigeants, qu'ils soient démocratiquement élus ou pas. Parce qu'il faudra que plus tard, qu'on prenne un coup d'arrêt par rapport à cette notion de démocratie. Mais on y reviendra. En fait, dans une société qui se dit démocratique, lorsque les voies d'accès à la compétition, disons politique, sont obstruées, c'est-à-dire sont bloquées, cela peut encourager les voies de conquête non démocratique du pouvoir ou les voies de compétition non démocratique. Mais ça, c'est juste un aspect. Mais il faut savoir une chose, c'est que depuis 1960, et là on parle de l'Afrique francophone, la plupart des pays d'Afrique francophone ont obtenu leur indépendance en 1960, les populations africaines se sont rendues compte qu'il y a eu changement de dirigeants, qu'ils soient militaires ou civils, mais qu'à chaque fois, leurs problèmes persistent. Le problème du chômage, cela persiste, aussi bien au Sénégal qu'au Mali, qu'au Burkina, au Niger, on a tous les mêmes problèmes. Le problème de l'immigration persiste. Actuellement, la bande sahélo-saharienne est actuellement une large zone de trafic de migrants. L'océan Atlantique est actuellement une large zone de migrants. Également, il y a un sentiment chez les populations que leurs ressources, disons minières, ne sont absolument pas bien gérées par les dirigeants en place. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui, une fois agrégés, font que certains acteurs qui ont tendance à, disons, prendre le pouvoir par des moyens non démocratiques trouvent souvent un écho favorable au sein de la population. Parce que ces populations ont soif de changement. Et justement, les voies qui mènent au changement, les voies démocratiques qui doivent mener au changement, sont systématiquement bloquées. Je donne l'exemple du Niger. En 2021, je crois 2020-2021, le président Issoufou, après qu'il ait déclaré qu'il ne briguera pas un troisième mandat, s'est évertué d'écarter ses principaux opposants. C'est une problématique du Sénégal. Oui, bon, voilà. Mais on y reviendra. Ouais. C'est évertué d'écarter ses principaux opposants. Tout opposant qu'il a jugé
disons, comme étant un danger par rapport à sa réélection, parce que lui, il avait renoncé à un troisième mandat, mais il n'avait pas renoncé au pouvoir. Parce que le fait de faire en sorte que son poulain, parce que Bazoum était le poulain de Issoufou, qui a été longtemps ministre aussi. Oui, longtemps ministre, il a été son bras droit jusqu'à un moment donné. Mais selon les sondages et selon l'opinion publique nigérienne, Bazoum n'avait aucune chance par rapport au chef de l'opposition à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Issoufou, là, à travers des accusations, disons, politico-judiciaires, dont tout le monde sait que ce sont une forme d'instrumentalisation de la justice, il a été écarté. Maintenant, Bazoum a été élu. C'est pour cela que j'ai dit, il y a quelques semaines, dans un post Facebook, qu'il vaut toujours mieux pour un président d'être élu sur la base d'une légitimité populaire. Parce que lorsqu'on n'est pas élu sur la base d'une légitimité populaire, chaque mouvement de contestation en interne te met de facto en danger. Et c'est ce qui est arrivé à Bazoum. Et c'est ce qui arrive à la plupart des présidents, si tu vois bien, en Guinée avec Alpha Condé, au Mali avec Ibeka, au Niger avec, bon, le nom reviendra, qui a été renversé par Traoré. OK? Parce qu'à un moment donné, ces présidents... le général Diendéré, là, non, pas Diendéré, le président civil, le dernier président civil. Kaboré. Dans quel pays? Kaboré. Donc, lorsqu'un président perd cette légitimité populaire, ce soutien populaire, toute forme de contestation en interne venant de civils ou de militaires le met en danger, de facto. Et si tu as bien remarqué, les coups d'État qui ont eu lieu en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger ont fait très peu de morts. Je ne sais pas si tu as fait la remarque. En Guinée, il y a eu juste une dizaine de morts et c'était des forces de l'ordre, ceux qui gardaient la présidence la garde présidentielle. La garde présidentielle. Il n'y a pas eu de morts civiles. Au Mali, il y a eu une dizaine de morts également et c'était des militaires, ceux qui étaient en garde, la garde présidentielle. Au Burkina, il y a eu 0 mort. Et au Niger... Donc, tu veux dire par là qu'il n'y a aucune résistance, quoi. Ça veut dire que les gens sont soulagés de... Justement. Et à chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a eu des manifestations de soutien à la junte en place. En fait, je vois sur certains médias dire que oui, ce sont des manifestants qui sont payés ou qui sont manipulés par une puissance étrangère pour, voilà... Personnellement, nous sommes des chercheurs. Et à travers une observation minutieuse de l'évolution politico-sécuritaire en Afrique de l'Ouest, on se rend compte très facilement que c'est loin d'être ça et que l'opinion politique, l'opinion publique africaine de l'Ouest, notamment à travers les réseaux sociaux, c'est un peu agrégé, ils se sont regroupés autour d'un combat commun. Et ce combat commun, c'est quoi? Le fait tout simplement de réduire, voire d'annihiler l'influence française dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et la plupart des contestations que l'on a vues, la plupart des mouvements de soutien que l'on a pu voir, c'était en fait de soutenir la junte en place, bien que le plus souvent, le chef de cette junte n'était pas très connu par la population. Mais tout simplement, la population acclame le changement. La population acclame le changement tout en espérant que ces militaires qui viennent pourront, à un moment donné, résoudre les problèmes les plus urgents qui se posent dans ces pays. Et les problèmes les plus urgents qui se posent dans ces pays, c'est simple, ce sont les problèmes de sécurité. Voilà. Mais est-ce que pas Ousmane? Mais j'arrive. Vas-y. En fait, ce que j'aimerais dire par là, c'est que je suis en train de dresser un constat. Un constat, en fait. Parce que tout ce que je viens de dire, ce sont des faits. C'est factuel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que un coup d'État, ce n'est absolument pas souhaitable dans une démocratie. Un coup d'État, c'est toujours condamnable dans une démocratie. Mais il faut toujours, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, en tant que chercheur, chercher à voir quelles sont les causes profondes qui sous-tendent ces actions militaires. Et pourquoi... J'aimerais qu'on y vienne sur les causes.
Oui, oui, j'aimerais qu'on y vienne, mais si je peux me permettre, vas-y. Oui, mais en tant que chercheur, tout ce qui, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, que ce soit en Guinée, au Mali, au Burkina, comme au Niger, mais quand je regarde ça aux infos, la chose qui me frappe, c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un mouvement de soutien populaire par rapport à ces coups d'État. Normalement, quand il y a un coup d'État, mais la population est contre ce coup d'État. Ou la population, par exemple, durant les années 60, 70, 80, les coups d'État étaient très impopulaires en Afrique de l'Ouest. Ils considéraient ça comme un retour en arrière sur le plan démocratique. Et les populations disons, vivaient dans la terreur d'un coup d'État parce qu'ils considéraient que c'était la pire chose qui pouvait arriver pour un État ou pour un pays, parce que cela nous ramène quelques années en arrière. Mais si on en arrive à ce que les populations africaines acclament maintenant les coups d'État, non, mais en tant que chercheur, il faudrait se poser ce genre de questions. Absolument pas, je ne suis absolument pas dans une logique de légitimer, d'encourager une quelconque prise de pouvoir par des voies armées. Pas du tout. Mais en tant qu'observateur, il faut toujours poser les bonnes questions, dresser un constat et ensuite justement discuter de ce qui pourrait être fait justement pour éviter que ce genre de situation se produise. Donc en gros, c'est ça mon constat par rapport à la situation. C'est très intéressant, mais moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans un jeu de dupe, Pape Ousmane. Parce que dans les pays où il y a eu des coups d'État, ce n'est pas la première fois qu'on va dire qu'on se trouve dans cette situation de coup d'État. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont habitués, n'est-ce pas, au mouvement insurrectionnel de l'armée. Le Niger, c'est un pays où il y a eu rarement des élections démocratiques. Avec la présidence d'Oussoufou, c'était l'une des présidences, on va dire, qui a été avec Bazoum. C'est les deux rares, on va dire, élections qui se sont passées démocratiquement. La même problématique s'est passée au Burkina. C'est une pile de coup d'État ou une pelle de coup d'État, si tu veux. Au Mali, n'en parlons même pas. À l'espace d'une année, il y a eu 2 coups d'État. Donc moi, là où je dis, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de dupes, c'est que quand je vois, comme tu le dis, les populations qui s'exclament et qui acclament ces militaires-là, ce sont des gens qui sont habitués. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas dupés par les militaires? Parce qu'ils se rendent compte quand même que ça ne fait pas avancer les choses. Parce qu'on vit la même situation depuis des années. Oui, je comprends. Mais alors, je vais commencer à faire des comment on le dit, des révélations. Hein. Mais il le faut, hein, parce qu'il faut qu'on aille vraiment dans le vif du sujet et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Des années 60 jusque dans les années 90, la plupart des coups d'État qui sont survenus dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, c'était des coups d'État qui venaient d'en haut. Je ne sais pas, bon. Alors. Ça veut dire que pour toi, ça venait des puissances occidentales ou étrangères? J'arrive. Des puissances qui venaient d'en haut, des puissances qui étaient, des coups d'État qui étaient appuyés par des services étrangers, des coups d'État qui étaient appuyés dans les années 60, 70, 80 par les réseaux de Jacques Foccart, parce qu'il faut le dire, la plupart des coups d'État étaient le fait de militaires qui voulaient écarter un président, qui ne répondait plus ou qui ne servait plus les intérêts d'une certaine puissance étrangère dont je ne veux pas citer le nom. OK? Donc, la plupart des coups d'État que l'on a pu voir dans les pays que tu as cités tout à l'heure, c'était des coups d'État qui venaient du haut. Quand je dis qu'ils venaient du haut, c'est-à-dire qu'ils venaient, qui étaient programmés, soutenus et exécutés par les puissances étrangères, notamment la France. C'est ça que tu veux dire. Oui, par une puissance étrangère. Et dont notamment la France, hein? Notamment la France. Oui, et dont l'objectif était d'écarter un président qui ne faisait plus les affaires de la France. Je donne l'exemple. Mais est-ce que ça, c'est pas trop simple comme explication? Non, je donne l'exemple, justement. Ce n'est pas une explication simpliste, justement, parce que ce que je suis en train de dire sont des faits. Je donne un exemple. Au Burkina, lorsque Thomas Sankara a été écarté, alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce coup d'État? Ce n'était pas un coup d'État qui venait d'un mouvement insurrectionnel ou, par exemple, du fait que, voilà, Sankara ne faisait pas le boulot pour sa population. Là, j'ai l'impression qu'on ne met pas les militaires devant leurs propres responsabilités. Non, mais j'arrive pour ce point. La destitution de Sankara
ou l'assassinat de Thomas Sankara, tout le monde sait comment ça s'est passé. Okay? Donc, c'était un coup d'État qui venait d'en haut. Parce que Sankara, à un moment donné, il dérangeait. Il faut dire les mots comme tel. C'est pas être, disons, je ne sais pas comment on les appelle, c'est pas être complotiste ou anti-français ou ta. Nous, on est des chercheurs. Et quand on voit la vérité, il faut y mettre le doigt. C'est ça. Il n'y a rien de compliqué. Moi, un jour, je suis allé dans le bureau d'un de nos professeurs que tu connais très bien, M. Diop, M. Ali Badr Diop. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur, moi, quand je fais mes recherches en sécurité, moi, parfois, je tombe sur des informations qui sont vérifiables, mais qui ont l'air, si tu le dis à la télé ou ailleurs, les gens vont penser que soit tu es anti-français ou complotiste. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, Bob Ousmane, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es juste chercheur. Dès que tu trouves une information et qu'elle est vérifiée, tu as le droit de le dire dans ton manuscrit. Okay? Parce que ce que tu dis dans ton manuscrit ne concerne que toi. Okay? Donc, depuis ce jour, moi, je me suis dit, dès que je trouve des informations, mais qui ne vont pas dans le sens de ce que disent les médias traditionnels, parce que tu ne verras jamais, disons, RFI ou France 24 dire que oui, la France est derrière le coup d'État de 1987 contre Thomas Sankara, tu ne le diras pas. Tu ne verras même pas la RTS le dire. Mais nous, en tant que chercheurs, nous sommes en mesure de le savoir. C'est pour ça que je suis en train de dire ça. Modibo Keïta, lorsqu'il a été destitué, mais c'était un renversement qui était dû par rapport à ses velléités de sortir du franc CFA. Mais est-ce que tu savais que le Mali était sorti du franc CFA à un moment donné? Je crois que c'était en 1967. Et par la suite, lorsque Modibo Keïta a été renversé, le Mali est retourné dans le giron du franc CFA. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? La plupart des coups d'État que l'on a connus jusqu'à la fin des années 2000 même, 2000. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, les troubles électoraux entre Ouattara et Gbagbo, mais la France a soutenu Ouattara, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la plupart des troubles et des coups d'État qui sont survenus depuis 60 ans était le fait de coups d'État qui venaient d'en haut. Maintenant, on est passé à un autre cycle, ceux de coups d'État qui viennent d'en bas, c'est-à-dire d'officiers ou de sous-officiers. Je me rappelle, en 2013, j'avais posé la question à notre professeur Sidi Sadi, qui était un colonel de la gendarmerie. Il est décédé, Feu Sidi Sadi. Ouais, paix à son âme. Je me rappelle, il a été notre prof en technique de règlement des conflits. Voilà, technique de règlement en deuxième année de sciences politiques. En deuxième année de sciences politiques. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai posé la question de savoir, mais monsieur, pourquoi les coups d'État sont le plus souvent perpétrés par des sous-officiers? Ça, ce sont des capitaines ou au mieux des colonels. Il m'a dit que souvent les généraux, ils ne sont pas très, disons, intéressés par le fait de prendre le pouvoir par des voies non démocratiques. Donc souvent, ce sont des capitaines, des officiers, souvent jeunes, parce qu'avec la fougue de la jeunesse, ils ne sont souvent pas d'accord avec la manière dont fonctionne l'armée ou la manière dont fonctionne l'État. C'est pour ça que souvent, ils s'organisent entre eux et prennent le pouvoir à travers un coup d'État et déposent le président. Et souvent, le général, puisqu'il est une autorité assez, disons, suprême, il ne fait qu'accompagner ces jeunes pour être maintenus en place. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que actuellement, nous sommes dans un cycle où les coups d'État viennent d'en bas. Bon, sauf le Niger, hein, parce que le Niger, c'est un général, le général Tchiani. Mais les coups d'État viennent d'en bas. C'est-à-dire, les coups d'État au Mali viennent d'une rangée d'officiers qui, à un moment donné, se sont dit la manière dont l'État ou l'armée, par exemple au Mali, la manière dont l'État malien et l'armée sont gérés ne vont pas dans l'intérêt des Maliens et ne vont pas dans l'intérêt de la préservation de la sécurité du Mali. Par exemple, Assimi Goïta a dit clairement que nous, c'est inacceptable pour un jeune officier que dans le territoire malien, que l'on ne puisse pas aller à certains endroits, tout simplement parce que les Français nous interdisent d'aller.